Jean- On est en direct? Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes 180 à vous être inscrits à ce webinaire co-organisé par le MEDEF et l'ADEME. Et on remercie tout particulièrement Fanny Fleuriot et Hervé Lefebvre qui, avec Jean-Baptiste et moi-même, ont préparé ce webinaire. Nous remercions également les intervenants, Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, Carole Legal, coprésidente de la commission de transition écologique et économique du MEDEF, Fanny Fleuriot de l'ADEME, Sylvie Cazenave-Perret de l'entreprise Posson Packaging et Pascal Vazard de l'entreprise Vazard Home. Alors, nous pensons qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui vont s'inscrire. Toutefois, on ne veut pas prendre trop de retard parce qu'on sait que Sylvie Cazenave-Perret, l'une de nos intervenantes, doit partir vraiment à l'heure. Donc, on vous propose peut-être de commencer avec deux introductions. La première est pour Monsieur Arnaud Leroy, le président de l'ADEME. Monsieur Leroy, la parole est à vous. Alors, en attendant qu'Arnaud Leroy se reconnecte, on en profite pour vous rappeler les règles du jeu. À l'issue des présentations, il y aura une série de questions-réponses. Donc, pour le moment, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas tout au long de la matinée à poser vos questions sur le chat et nous vous passerons la parole au moment de la séance de questions-réponses. Voilà. Arnaud Leroy, bonjour, la parole est à vous. Pour Merci beaucoup. Désolé, j'ai toujours un peu de mal avec Webex. Donc, ravi de vous voir ce matin. Bonjour à tout le monde. Merci Jean-Baptiste. Alors, je crois qu'il y a Carole aussi que je connais bien et que je salue, avec qui on devra introduire ce séminaire. Alors, ravi, moi, qu'on puisse échanger avec le MEDEF sur le sujet de la décarbonation. On a commencé à le faire et on est en lien très fort, en tout cas comme jamais, notamment en région, où les MEDEF régionaux ont pris langue assez rapidement dans le cadre du plan de relance avec nos équipes. Pour ça, je m'en félicite et je remercie aussi le MEDEF d'avoir fait passer le message à ces MEDEF régionaux. Donc, on a eu l'occasion d'échanger déjà. Donc voilà, donc moi, ce que je pouvais vous dire sur la décarbonation, c'est quand même un enjeu important. Au-delà des sujets d'actualité, on voit qu'on a là un élément de compétitivité qui est de plus en plus important. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, notamment pour bien faire comprendre l'enjeu aussi au secteur industriel. Et on le voit dans le fonds de décarbonation de l'industrie que l'État nous a confié et qu'on conduit pour la DGEC et la DGE. On voit une vraie appétence, en tout cas aujourd'hui, du secteur industriel pour s'interroger dans un premier temps et surtout aller de l'avant et aller vite dans la décarbonation. Donc il faut qu'on puisse proposer des solutions. Elles sont variées, hein, donc notamment des recours à des énergies non carbonées ou bas carbonées, notamment quand on parle de l'électricité, mais il y a aussi beaucoup d'autres possibilités, la biomasse, sur lesquelles on reviendra peut-être, hein, sur le gaz vert et demain l'hydrogène. Et il y a aussi un élément important quand on parle de décarbonation, c'est d'évoquer aussi l'efficacité et la sobriété. Donc ça, c'est quand même des éléments qu'il faut garder. En tout cas, la boussole de la sobriété et de la maîtrise de la consommation énergétique est à mon avis aussi importante à rappeler pour éviter quelques difficultés futures. Donc maintenant se pose la question des outils, et les outils sont nombreux. En tout cas, nous, en tant qu'agence de l'État, on a développé des outils, et ils vous seront présentés tout à l'heure. Je pense que c'est aussi euh, quelque chose d'important. Il y a aussi une compétition dans les outils. Et on va essayer de vous démontrer des complémentarités par rapport à ce qu'on essaie de faire du côté de l'ADEME et qui, j'espère, sera satisfaisant pour vous. Donc nous, l'ADEME a un recul très fort sur la question des bilans carbone historiques, hein, qui a été développé notamment avec quelqu'un que vous connaissez bien au MEDEF, Jean Covici. Donc vous voyez, ça remonte à un certain temps. Donc ça a été passé à une association depuis, l'ABC Bilan Carbone notamment, et il y a toujours un travail qui est fait par les équipes de l'ADEME, et notamment qui nous permet de compiler
les bilans carbone des secteurs et surtout des acteurs économiques. Depuis, on a évolué à la demande de bon nombre d'acteurs, notamment financiers, pour essayer de travailler sur des sujets beaucoup plus fins, notamment avec Act qui vous sera présenté tout à l'heure, donc avec une démarche qui a été de pouvoir travailler sur une trajectoire moyenne de 1,5 degré par secteur, notamment parmi les plus émetteurs. Donc on est en plein déploiement et on travaille de plus en plus à l'international avec cet outil. On a été aussi amené avec la BPI que vous connaissez à développer des approches un peu plus larges, grand public, donc le fameux acte pas à pas qui vous sera évoqué tout à l'heure, et un système acte un peu générique, générique, pour justement pouvoir couvrir les secteurs qui ne sont pas aujourd'hui couverts dans le champ des secteurs les plus émetteurs. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'outils à disposition. Ils ont l'avantage d'être peu chers, parce qu'ils sont portés par la puissance publique, d'être robustes. Alors parfois, ça fait aussi un peu grincer les dents, parce qu'ils sont aussi très exigeants, d'où notre volonté de développer un acte pas à pas qui est beaucoup plus adapté à des PME, par exemple, qu'à des grands groupes, et surtout qui répond à une demande qui est un petit peu loin du sujet de ce matin, mais qui est aussi une demande d'information des acteurs financiers, de plus en plus fort. Et la logique de Act, en tout cas ce qui a drivé le développement de Act, c'était de développer ce que fait aujourd'hui Vigeo Smoothies, à savoir une note compréhensible aussi pour les investisseurs sur la trajectoire carbone d'une entreprise. Et on voit que c'est de plus en plus nécessaire, de plus en plus demandé et de plus en plus, on va dire, scruté. Donc voilà, donc nous on est ravis de pouvoir mettre au pot commun ces outils, donc qu'on a développé avec certains acteurs que vous connaissez comme le CDP, qu'on déploie également avec le WBA que vous connaissez, hein, donc une fondation néerlandaise qui fait des benchmarks à l'échelle internationale. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que on est aussi à disposition. L'idée, c'est qu'on puisse construire un dialogue sur le long terme. On est sur un sujet important, vital pour nous, pour l'humanité, et qui est aussi vital pour la robustesse de notre économie. Donc on est à disposition dans cette optique-là. Voilà ce que je pouvais dire ce matin rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud Leroy pour Bien. cette mise en perspective stratégique. Et donc on va passer maintenant la parole à Carole Le Gall pour le MEDEF. Ouais, merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Merci Arnaud et merci à toute l'équipe ADEME et à l'équipe MEDEF pour cette co-organisation d'un séminaire qui arrive à un moment important, je pense. Merci à tous les intervenants et merci aussi aux participants parce que je crois qu'on est tous conscients qu'après le temps de la prise de conscience, c'est le moment de l'action et on sait tous que l'action, ça démarre par la mesure. Je pense que ça, c'est une conviction très importante que je sais que beaucoup d'entre vous partagent. Tout ce qui se mesure s'améliore. Et c'est pour ça que je pense vraiment que ce séminaire, il est très important parce que quand on mène des actions dans nos entreprises, on sait qu'on a envie de pouvoir voir nos progrès. Et donc, cette conférence d'aujourd'hui, elle est essentielle pour partager l'état des outils qui existent, comme l'a dit Arnaud, et qui sont mis à notre disposition. Et puis surtout, merci aussi aux intervenants pour témoigner la façon dont ça peut se passer, ça se passe déjà dans des entreprises de toute taille, de différents secteurs. On sait aujourd'hui, on émet 55 gigatonnes de CO2 et qu'il faut qu'on vise le net zéro le plus vite possible. Arnaud l'a rappelé, hein, c'est la condition vraiment de notre, non seulement d'un développement durable, mais même pour éviter une crise écologique et humanitaire, en fait, hein, qui est majeure. Donc on partage, je crois, très, très profondément cet enjeu. Et les entreprises, bien sûr, ont un rôle clé à jouer, un rôle clé en partenariat et à côté et avec, devant parfois ensemble, avec tous les acteurs publics. C'est un sujet sur lequel les entreprises sont déjà beaucoup à la manœuvre et ont encore évidemment beaucoup de choses à faire. Geoffroy Roux de Bézieux, lors de notre meeting de cet été, disait peut-être un peu en boutade que les entreprises étaient les premiers écolos de France. Au-delà de la boutade, je pense que c'est important qu'on se dise qu'on a effectivement une équipe de France très puissante, très forte, qui fait déjà pas mal de choses
sur tout le territoire, partout, dans différentes entreprises, encore une fois, de différentes tailles et dans différents secteurs. On a des champions aussi mondiaux. Et c'est vrai je pense qu'on va pouvoir plus fortement que jamais continuer à revendiquer d'être des champions de la décarbonation. Encore une fois, je pense que les entreprises doivent pouvoir s'exprimer et partager les expériences et le faire aux côtés de tous les acteurs publics qui sont eux aussi très engagés sur ce sujet-là. Avec des faits, hein, plus on produit en France, plus on décarbone le monde à cause de notre mix énergétique qui est particulièrement, qui est plutôt vertueux en la matière, mais aussi parce que ça développe évidemment les circuits courts et ça participe aussi à diminuer notre scope 3. Parce que je sais qu'on a des émissions en France qui sont de l'ordre de 450 millions de tonnes, mais on exporte un peu, mais surtout on importe beaucoup aussi et encore plus de carbone, ce qui fait qu'on a une empreinte carbone, et c'est sans doute ça qu'il faut qu'on regarde toujours tous ensemble, qui est importante. Donc ça, on le sait au niveau de notre pays, mais toutes nos entreprises sont en train d'essayer aussi d'appréhender cette réalité. Qu'est-ce qu'on émet en direct, notre scope 1 et 2, puis qu'est-ce qu'on contribue à faire émettre finalement à travers nos produits en amont avec notre chaîne de valeur fournisseur et puis en aval avec notre chaîne de valeur partenaire de notre distribution, de la vente jusqu'à nos clients finaux. Donc c'est vraiment important qu'on partage ces outils de mesure de notre action, de nos impacts, des solutions aussi du coup pour derrière s'améliorer, mais encore une fois tout ce qui se mesure s'améliore. Dès qu'on a ces outils, ça rend l'action pilotable. Donc, et ça, c'est vraiment important. Et je crois qu'un des objectifs aussi de ce séminaire, c'est de se donner envie. Parce que, et encore merci à nos intervenants qui vont témoigner, je crois que quand on voit des exemples, qu'on peut partager des choses concrètes, ça motive. On est dans l'émulation, ça fait de la coopétition, de la coopération compétition, et ça je crois que c'est très vertueux pour d'aller pour trouver des solutions, pour innover. Donc vraiment je vous invite, comme l'a dit tout à l'heure Laurence, à ce que suite aux présentations il y ait aussi des questions, des échanges pour prolonger tout ce qu'on pourra se dire. Se redire aussi que vraiment l'effort il est massif. Là j'ai dans mes notes merci Laurence, vous m'avez dit, donc les entreprises, il faut qu'on réalise qu'on investit en ce moment plus de 10 milliards d'euros sur les sujets climat. Ça peut paraître beaucoup, moi je me dis c'est sans doute même plus que ça, parce que je vois que rien que dans mon entreprise Total Énergie, on met 3 milliards par an d'investissement sur ces sujets de renouvelables, plus 3 milliards sur le gaz, donc il y a une énergie fossile, mais qui permet de sortir du charbon les systèmes électriques, notamment dans beaucoup de pays du monde. Donc je crois que de plus en plus nos entreprises effectivement investissent une grosse partie de leur développement futur sur ce sujet de la décarbonation. Il faut qu'on puisse revendiquer fortement ce mouvement. C'est le cas notamment quand on participe tous collectivement, et je vous invite à nous rejoindre dans le French Business Pledge, où chacun a l'occasion dans ce réseau du coup d'expliciter sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Et encore une fois, je crois que c'est important qu'on montre que chacun, dans son entreprise, à la taille de son entreprise, participe à une dynamique commune, parce qu'on sait qu'en plus c'est un sujet vraiment d'écosystème, mais qu'ensemble, effectivement, nous apporterons une contribution importante. Et puis, encore une fois, je crois que notamment nos entreprises françaises, on puisse vraiment revendiquer, d'avoir une ambition d'être des champions de la décarbonation. Merci à tous. Merci beaucoup, Carole, pour cette ambition partagée. Et tu l'as dit, l'action commence par la mesure et ensuite, ce qui se mesure s'améliore. Alors, c'est là que l'action de l'ADEME est déterminante. Et donc, Fanny Fleuriot, qui est ingénieure climat et comptabilité carbone à l'ADEME, va nous présenter les outils proposés par l'ADEME. Fanny, la parole est à vous. Merci Laurence, et puis bonjour à tous. Est-ce que le partage d'écran fonctionne bien avant que je démarre? Oui.
Super. Eh bien, je vais essayer de rester dans le timing et de parcourir avec vous, de vous présenter un petit peu voilà, comment inscrire aujourd'hui son entreprise dans une stratégie bas carbone et quels sont les outils et méthodes qui existent pour vous accompagner pour ce faire. Alors très globalement, une vision un petit peu globale du processus et de qu'est-ce qu'on peut entendre quand on parle de stratégie bas carbone pour une entreprise. La première étape, hein, comme ça vient d'être mentionné, c'est bien la mesure de ses émissions, puisque c'est compter pour savoir et savoir pour agir. De ça va pouvoir découler après la construction de votre stratégie bas carbone, sa mise en œuvre et in fine son évaluation dans une superbe boucle de rétroaction pour pouvoir finalement contrôler les objectifs que l'on s'est fixés. Et puis, in fine, réadapter du coup sa stratégie pour pouvoir atteindre les objectifs finaux. Donc, si on rentre dans la première étape de mesurer ses émissions, l'exercice assez connu et qui était mentionné dans les deux introductions, c'est l'exercice d'un bilan GES, donc le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, le nom commun du bilan carbone français que tout le monde connaît. Alors, très rapidement, hein, sans rentrer forcément dans le détail, vous aurez la présentation à la fin du webinaire, donc on va peut-être pas forcément tout lire, mais au moins comme ça, vous aurez les informations quelque part. Je voulais juste revenir rapidement avec vous sur l'historique un petit peu de la comptabilité carbone, plutôt pour retenir l'information que ce n'est pas du tout nouveau. La comptabilité carbone, elle a vu le jour plutôt au début des années 2000, avec à la fois le bilan carbone en France qui a été développé du coup en 2004, où on a eu plus de 5000 bilans carbone d'entreprises qui ont été réalisés entre 2004 et 2011. Et du coup, du côté de nos collègues anglo-saxons, la méthode du GHG Protocol qui a été développée à peu près en même temps, donc au début des années 2000, et qui est notamment utilisée, vous devez sûrement en avoir entendu parler, pour le reporting auprès du CDP. Et du coup, ces deux méthodes-là, que ce soit le bilan carbone ou le GHG protocole, ont fait naître finalement la première norme ISO, donc la 1464, qui a vu le jour en 2006. Elle a également un technical report 1469 qui est plutôt là pour dire comment on le fait dans la vraie vie pour appliquer cette 1464. Qui a vraiment du coup découlé et qui s'est imposé du coup au niveau international comme la norme pour la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Les deux motivations principales de pourquoi on fait un bilan GES, c'est vraiment ça. Donc, à la fois en interne pour vous aider à la décision et savoir concrètement où agir pour réduire ses émissions, mais c'est aussi un outil pour pouvoir faire du reporting à l'externe et pouvoir témoigner aujourd'hui de ses engagements et de son plan d'action. Très rapidement, parce que logiquement, pour les PME, vous n'êtes pas encore concernés, mais qui sait, peut-être que ça arrivera dans les années à venir. Donc, très rapidement, je voulais revenir avec vous sur quelle est la réglementation française autour de cet exercice de bilan GES. Donc, c'est une obligation qui a vu le jour avec la loi ENE et son article 75 en 2010 et qui oblige du coup toutes les entreprises, établissements publics et collectivités, au-delà de certains seuils, à réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. La loi pour la transition énergétique et la croissance verte en 2015 a modifié un petit peu cette réglementation en modifiant la fréquence notamment de réalisation pour les entreprises. Aujourd'hui, on est passé à 4 ans au lieu de 3 ans, de manière à ce que ce soit cohérent avec aussi l'obligation d'audit énergétique que vous pouvez avoir et que les exercices du coup puissent être menés en parallèle. Il y a également une sanction qui a été ajoutée à 1 500 € en cas de non-réalisation et la publication du coup de ces exercices de bilan GES sur la plateforme de l'ADEME. Cette loi a encore été modifiée du coup avec la loi énergie-climat de 2019, où cette fois on a vraiment mis l'accent sur la partie plan d'action, qui est devenu désormais un plan de transition, pour vraiment mettre en avant le fait, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais que le bilan GES, ce n'est pas uniquement du reporting des émissions, mais on est bien sur une phase de reporting et une phase de construction d'un plan d'action. La sanction aussi a été revue à la hausse avec une amende du coup désormais de 10 000 € en cas de non-réalisation de son bilan GES, 20 000 € en cas de récidive, et puis quelques exonérations pour essayer de mettre un petit peu de cohérence entre toutes les réglementations qui existent, donc la DPEF pour vous les entreprises et les plans climat pour les territoires. Et enfin, à avoir en tête, puisque là c'est une modification majeure,
de la réglementation qui va entrer en vigueur du coup l'année prochaine. Donc le décret est en cours de publication et devrait l'être d'ici la fin de l'année. C'est une modification du périmètre obligatoire pour la réalisation de ces bilans GES. Jusqu'à présent, l'obligation était uniquement sur les scopes 1 et 2. Là, pareil, pour qui ça ne parle pas, on y revient juste après. Mais donc sur un périmètre assez restreint des émissions pour les entreprises. Et désormais, l'obligation va vraiment concerner l'ensemble des émissions significatives de l'entreprise, donc qu'elles soient directes ou indirectes. Et donc juste parce que je me rends compte que je ne l'ai pas du tout mentionné sur toute la slide, pour les entreprises, aujourd'hui, l'obligation est pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est cet exercice de bilan GES? Donc un bilan GES, c'est l'évaluation de la quantité des gaz à effet de serre que vous allez émettre ou capter sur une année par les activités de votre entreprise. Les émissions, elles sont découpées et ordonnées par des catégories qu'on appelle des postes d'émissions. Il y en a 23 aujourd'hui, postes d'émissions, qui vont être du coup évalués et calculés pour définir l'empreinte carbone de votre entreprise. Le classement, en fait, ce découpage par poste, ça vous permet vraiment d'identifier où est-ce que la contrainte carbone est la plus importante sur votre entreprise. Et du coup, c'est sur ces postes-là que votre stratégie carbone doit être mise en place pour à la fois renforcer votre résilience par rapport à cette vulnérabilité carbone que vous avez et aussi améliorer votre compétitivité face à ces enjeux-là. Concrètement, comment ça se déroule un bilan GES? Alors, comme tout projet, vous avez une première étape de cadrage où vous allez réfléchir sur quelle année vous allez faire votre exercice au regard des données qui sont disponibles par rapport au suivi que vous pouvez faire en interne. Une deuxième phase où vous allez vraiment identifier quelles sont les sources d'émissions au sein de votre entreprise. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez définir votre périmètre. On va y revenir juste après. Une phase assez chronophage là-dessus, surtout lors du premier exercice de bilan. Il faut avoir en tête que le premier bilan, grosso modo, c'est celui qui vous prendra le plus de temps puisque forcément, vous défrichez un petit peu le terrain et vous allez mettre en place du coup tout le système de suivi et de collecte des données qui sera nécessaire pour sa mise à jour. Donc cette phase de collecte de données est assez importante. Et ensuite, on attaque le calcul du bilan et son analyse. Là, je vous rassure tout de suite, le calcul d'un bilan, on est sur des multiplications et des additions. Pas besoin de faire une triple intégrale. Le calcul est assez simple une fois qu'on a finalisé toute sa collecte de données. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, on est bien sur la réalisation et la mise en place d'un plan de transition, donc vraiment un plan d'action pour réduire ces émissions au regard de l'évaluation que vous avez fait de vos émissions, avec in fine, dans le cadre réglementaire, une publication en ligne. J'attire aussi votre attention que la publication en ligne est obligatoire d'un point de vue réglementaire pour les entreprises qui sont soumises à la réglementation, mais la plateforme est tout à fait ouverte à des publications volontaires. Donc n'hésitez pas à aller publier votre bilan en ligne sur la plateforme de l'ADEME afin de pouvoir valoriser l'exercice que vous aurez fait. Donc, ce que je vous propose très rapidement, c'est de faire quelques focus sans rentrer dans le détail et que c'est le détail global de tout l'exercice de bilan GES, mais juste quelques focus sur des points clés, et notamment le premier qui est de définir son périmètre. Définir son périmètre, vous avez plusieurs niveaux de périmètre pour vous accompagner finalement dans la quantification de vos émissions. Donc le premier, c'est de vous poser qui vous êtes. Donc globalement, un bilan GES, par défaut, ça se fait au niveau du SIREN. Donc c'est vraiment votre personne morale. Et ça doit prendre en compte toutes les installations et les équipements que vous contrôlez par l'ensemble de vos établissements. Et en fait, une fois que vous avez ce périmètre organisationnel qui est bien clair et défini, dedans, vous allez définir à la fois qu'est-ce qui relève des émissions directes, donc vraiment qui sont émises par votre entreprise sur le lieu, sur votre lieu d'activité, et puis les émissions indirectes, c'est-à-dire toutes les émissions qui sont nécessaires à l'activité de votre entreprise, mais qui n'ont pas lieu directement chez vous. Donc, ça vous permet d'avoir une cartographie complète. Et enfin, du coup, vous allez décider qu'est-ce que vous allez garder. Puisque les émissions directes, il n'y a pas de question à se poser, vous les gardez toutes. Sur les émissions indirectes, il y a un choix il y a une méthodologie qui vous accompagne pour ne conserver que les émissions indirectes dites significatives, c'est-à-dire celles qui ont vraiment une importance et un poids important au regard de votre activité. Je vous ai remis ici, ce sera peut-être plus pour après, le schéma un petit peu classique que vous retrouvez avec les notions du coup scope 1, scope 2 et scope 3. Donc le scope 1 qui contient toutes vos émissions directes et qui désormais dans la nouvelle appellation de la norme ISO sera appelée catégorie 1.
et on abandonne la notion de scope 2, enfin scope 1, scope 2, scope 3. Ensuite, le scope 2, c'est tout ce qui va toucher aux émissions indirectes liées à l'énergie. Donc, on va retrouver du coup tout ce qui est électricité et réseau de chaleur. Donc, ce sera la catégorie 2. Et enfin, le scope 3, là, on est vraiment sur toutes les émissions indirectes autres que l'énergie, donc qui vont être associées au transport, donc à la fois le transport de vos salariés, que ce soit du domicile-travail ou pendant les déplacements professionnels, mais également tout ce qui est transport de marchandises, tout ce que vous allez acheter, tout ce que vous allez vendre. Et ensuite, toutes les émissions qui sont les émissions indirectes liées aux produits. Les produits que vous achetez, donc tout ce qui va être vos matières premières, tous vos produits entrants, mais également tout ce que vous mettez sur le marché, donc les phases d'utilisation et de fin de vie de tous les produits que vous mettez à disposition sur le marché. Donc ce focus numéro 2 que je voulais vous faire, c'est sur justement ces émissions indirectes. Donc le scope 3 qui sera désormais les catégories 3 à 6. Il faut vraiment avoir en tête que ça représente globalement pour pratiquement toutes les entreprises, on va dire hors industrie intensive de l'industrie, ça représente au moins 70% des émissions totales de l'entreprise. Donc du coup, ne pas intégrer son scope 3 aujourd'hui, c'est vraiment passer à côté de son impact et de mettre en place des plans d'action qui vont certes avoir une réduction d'émissions, mais pas du tout à la hauteur des objectifs qui sont les nôtres aujourd'hui en termes de neutralité carbone. Pour pouvoir déterminer ces émissions indirectes significatives, on a plusieurs critères qui sont mis en avant, que je vous ai du coup mis sur la slide à droite. Donc on va retrouver l'ampleur, c'est-à-dire vraiment le poids de ce poste-là par rapport à votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, mais également d'autres critères qui sont peut-être plus qualitatifs, mais qui peuvent avoir vraiment leur importance au regard de la stratégie de votre entreprise. Donc, c'est à la fois le niveau d'influence, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une matière première, par exemple, qui est complètement stratégique, et si cette matière première disparaît, ça va vraiment être problématique pour vous. Ça peut être aussi en termes de sous-traitance, de savoir, bah oui, mais tous ces postes-là, c'est lié à de la sous-traitance, donc je n'ai pas forcément la main, donc ça peut être intéressant de les garder dans le viseur. Ça peut être aussi des postes liés plutôt à l'engagement du personnel, parce que typiquement, pour vous donner un exemple, le poste concernant les déchets de l'entreprise, c'est un poste que toutes les entreprises ont tendance à calculer parce que c'est quelque chose qu'on suit, on a pas mal de données, etc. Par contre, en termes d'émissions GES, autant vous dire que c'est rarement le poste prépondérant en termes d'ampleur. On a beaucoup plus d'émissions qui rentrent dans l'entreprise par rapport aux achats de matières premières, etc., que de déchets qu'on met à la poubelle. Toutefois, c'est quand même un poste qui est souvent calculé par les entreprises parce qu'il a vraiment vocation à permettre un engagement du personnel et où on peut mettre en place des actions assez faciles de réduction du coup des déchets, de tri des déchets, recyclage, etc. et qui permet d'engager le personnel et d'engager son entreprise. Donc ça reste un poste, même s'il n'est pas significatif en termes d'ampleur et de poids GES, qui reste important à garder dans le scope de son bilan GES pour pouvoir faire des actions d'engagement de son personnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque entreprise doit expliciter quels sont les critères qu'elle retient pour justement faire le choix de son périmètre et des émissions indirectes significatives, étant bien entendu que le critère d'ampleur doit rester prépondérant dans le sens où on ne va pas pouvoir exclure un poste qui pèse très très lourd dans son bilan par choix sans que ça puisse être justifié par l'entreprise. Un troisième focus concernant l'estimation des émissions de GES. Alors là, c'était juste pour revenir vers vous sur concrètement comment on fait pour les calculer, ces émissions. On utilise alors soit de la mesure directe pour les sites où vous pourriez avoir directement des capteurs par rapport à des cheminées de production ou ce genre de choses, ou sinon globalement on va dire que 90% des bilans, on est sur du calcul avec un modèle de quantification assez classique qui est on a une donnée d'activité et on le multiplie par un facteur d'émission. Donc cette donnée d'activité, vous allez les collecter au sein de votre entreprise. Tout ce qui est facteur d'émission, alors soit vous les récupérez auprès de vos fournisseurs ou alors à partir de bases de données de référence comme la base carbone de l'ADEME. Et finalement, ces facteurs d'émission vous permettent de transformer votre donnée d'activité en tonnes de CO2 équivalent. Dernier focus sur la co-construction du plan d'action. Donc, je reviens sur ce que je disais avant. Le bilan GES ne se limite pas à un reporting des émissions. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place un plan d'action dans la foulée. Et qui dit plan d'action, pour qu'il puisse vraiment servir à quelque chose, il faut vraiment qu'il soit co-construit avec la direction de l'entreprise et qu'il puisse vraiment servir de première étape à la construction de la feuille de route de l'entreprise en termes de stratégie bas carbone. Donc l'idée, c'est vraiment de présenter,
produire dans ce plan d'action à la fois les actions, mais aussi tous les moyens qu'il va falloir mettre en œuvre, moyens humains, financiers, techniques, etc. Et de réfléchir à quel est le volume global des réductions que vous souhaitez atteindre, que ce soit pour vos émissions directes ou vos émissions indirectes. Si vous pouvez aller jusqu'à inclure des objectifs de réduction à moyen et long terme, ce ne sera que mieux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès votre second bilan GES que vous allez faire, l'idée, c'est que dans ce plan de transition, vous alliez regarder les actions que vous aviez prévu de mettre en place. Est-ce qu'elles ont été mises en place? Oui, non. Quels ont été les résultats obtenus? Et surtout, si les actions qui étaient projetées n'ont pas été mises en place, de chercher un petit peu une analyse sur pourquoi ça n'a pas été fait, quelles ont été les incidences, etc. Et de vraiment se servir de cet exercice de bilan GES comme d'un outil de suivi de votre plan d'action. Très rapidement, parce que je vois le temps qui file, sur les ressources qui sont disponibles, là, je vous invite vraiment à aller consulter tout ce qu'il y a sur le centre de ressources de l'ADEME, donc, dont je vous ai mis le lien ici. Et peut-être juste un focus très rapidement sur la partie des guides sectoriels. Donc, il y en a 18 aujourd'hui, des guides sectoriels qui sont disponibles. Je vous invite vraiment à aller les consulter. Ils ont été développés en partenariat entre l'ADEME et les fédérations professionnelles. Et l'objectif de ces guides sectoriels, c'est voilà, je suis une entreprise de tel secteur, qu'est-ce que ça veut dire faire mon bilan GES? Et grosso modo, c'est un facilitateur à la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. On vous dit d'ores et déjà quels sont les postes qui sont pertinents à prendre en compte, ceux que vous pouvez laisser de côté parce que de toute manière, pour ce secteur d'activité, ce n'est pas forcément intéressant. Ça vous donne aussi des informations et des facilités sur quelle base de données utiliser pour les facteurs d'émission, des idées aussi de plans d'action. Enfin voilà, c'est vraiment une mine d'informations assez importante et qui vous permet du coup de faciliter l'exercice pour un premier bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous invite également à ne pas oublier d'autres acteurs qui sont mobilisés sur le sujet, tels que l'APCC, le CINOV ou l'ABC. Donc l'APCC, c'est l'Association des professionnels en conseil climat. Donc au-delà d'un annuaire de prestataires, ils ont aussi énormément de ressources qu'ils mettent à disposition pour accompagner les entreprises dans la réalisation de leur bilan. De la même manière que l'ABC, donc l'association Bilan Carbone, elle ne s'occupe pas uniquement de l'outil Bilan Carbone, ils ont également énormément de ressources, notamment le panorama des outils qui vous dresse un petit peu tous les outils qui existent autour de la comptabilité carbone des entreprises. Donc n'hésitez pas à aller consulter les ressources, tous les liens seront disponibles du coup dans la présentation. Et donc, même si l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de parler de bilan GES, je me permets de continuer très rapidement pour vous dresser un petit aperçu de la suite. Donc, comment après, on peut vous accompagner sur la construction, la mise en œuvre et l'évaluation de votre stratégie avec tout ce qui a été développé dans le cadre de l'initiative ACT, donc le Assessing Low Carbon Transition. Très rapidement, autour de quoi est construite cette initiative? C'est vraiment un cadre commun pour l'ensemble des outils qui ont été développés autour du coup de ces 5 questions. Donc, qu'est-ce que l'entreprise prévoit de faire? Comment elle prévoit d'y arriver? Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Qu'est-ce qu'elle a récemment entrepris et quelle est la cohérence d'ensemble? L'idée, c'est vraiment de regarder à la fois ce que vous faites depuis toujours, ce que vous avez prévu de faire, ce que vous faites en ce moment et de vérifier que tout ça s'inscrit bien dans une trajectoire bas carbone. Il y a deux volets complémentaires qui ont été développés pour vous accompagner. Donc, vous avez celui de gauche, donc l'Act Assessment, Act Évaluation, qui lui est vraiment sur, une fois que vous avez mis en place, on est vraiment sur l'évaluation de votre stratégie. Le acte pas à pas est plutôt en amont. Il est là pour vous accompagner dans la planification et la construction de cette stratégie climat. Donc, c'est plutôt le premier volet qui va s'inscrire dans la continuité finalement d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Les deux méthodes sont vraiment complémentaires. Il n'y en a pas une à la place de l'autre. On va dire que c'est plus que dans le petit schéma que je vous montrais au début. Le acte pas à pas arrivera avant. Le acte à évaluation plutôt à la fin, mais du coup, aujourd'hui, ça dépend de la maturité de votre entreprise. Vous êtes peut-être déjà assez avancé dans votre stratégie bas carbone pour aller directement sur du acte évaluation sans forcément repasser par de la case acte pas à pas. Le acte pas à pas, comment ça se construit? Donc, c'est un processus en 5 étapes qui va vraiment vous accompagner en vous posant du coup toutes les bonnes questions pour construire votre stratégie bas carbone. Donc, comme je le disais, c'est vraiment ce qui arrive après le bilan GES qui est vraiment un prérequis. Ça ne sert à rien d'aller sur du acte pas à pas si vous n'avez jamais réalisé de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui reste vraiment la première brique pour construire une stratégie bas carbone.
Dans le acte pas à pas, vous allez retrouver finalement une boîte à outils pour chacune des étapes, donc les cinq questions qu'on vient de voir à l'écran. Et donc, pour chacune des étapes, on va vous donner à disposition tous les outils qui vous permettent de répondre à ces questions et de construire votre stratégie bas carbone. Pour le acte évaluation, là, on est vraiment sur un système de notation. Donc, on va vraiment évaluer votre stratégie pour obtenir du coup une note à la fin qui sera composée de 3 volets. Donc, un volet de performance, un volet d'évaluation et un volet de tendance. Donc, à savoir, voilà, quelle est la performance de votre entreprise. Donc là, c'est vraiment une note entre guillemets assez classique de 0 à 20. Donc, quelle est votre performance? L'évaluation qui va plutôt être la lettre, du coup, plutôt autour de l'évaluation de votre stratégie. Et enfin, la tendance, à savoir, est-ce que vous êtes plutôt sur une tendance d'amélioration, une tendance de stabilité ou une tendance de dégradation voilà, on a fait beaucoup de choses jusqu'à présent, mais maintenant, la stratégie de l'entreprise est un petit peu dans un ventre mou, donc la tendance n'est pas forcément positive. À savoir que du coup, la note performance s'appuie sur 9 modules que vous avez là à l'écran, où on va vraiment regarder, on ne se contente pas de regarder vos émissions de gaz à effet de serre. Là, on est vraiment au niveau stratégie de l'entreprise, donc certes, les objectifs de réduction ont leur place et sont importants, mais on va vraiment aller regarder quels sont les investissements matériels et immatériels de votre entreprise, quelles sont la performance des produits que vous mettez sur le marché et votre stratégie par rapport à ces produits-là, mais également tous les engagements, que ce soit vers le public, donc vos consommateurs, que ce soit public, plutôt les instances publiques, vos engagements clients, vos engagements fournisseurs, et également tout le business model de l'entreprise. Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion au niveau du business model de l'entreprise pour intégrer la contrainte climat dans sa stratégie? Très rapidement, il faut savoir que ce cadre commun, il est développé avec aussi des spécificités sectorielles, puisqu'on a bien conscience que tous les secteurs n'ont pas forcément les mêmes priorités selon les critères de performance. Donc, il y a aujourd'hui 8 secteurs d'activité qui sont couverts. Il y en a 2 en cours d'expérimentation et 4 en cours de développement. Donc, je vous invite vraiment à aller directement sur le site de ACT pour découvrir du coup à la fois les méthodologies et tout ce qui est disponible. Je passe très rapidement là-dessus pour conclure, puisque je vois l'heure qui tourne. J'espère en tout cas que ça vous a convaincu. Je suis allée un petit peu vite parce qu'on est pressé par le temps afin que Sylvie puisse vous donner son témoignage. Et donc, je voudrais juste conclure sur quels sont les accompagnements financiers qui existent aujourd'hui et qui peuvent vous accompagner du coup pour vous lancer dans cette démarche-là. Donc, autour du bilan GES, alors que j'ai marqué exhaustif dans le sens où on est bien sur les émissions directes et indirectes de l'entreprise, vous avez aujourd'hui le tremplin PME, du coup, sur le site Agir de l'ADEME, qui vous donne une aide jusqu'à 5 000 € pour les entreprises de moins de 100 salariés. À savoir que ce dispositif a vocation à disparaître dès que le diagnostic décarbonation, donc c'est la case d'en dessous, qui est un dispositif coporté par l'ADEME et BPI France, va être mis en place. Donc c'est vraiment l'histoire de quelques jours ou quelques semaines, et donc qui est à destination de toutes les entreprises qui ne sont pas soumises à la réglementation, avec du coup un accompagnement par un prestataire prédéfini par l'ADEME et BPI pour du coup vous accompagner dans une démarche de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, plan d'action et un petit peu la mise en route de ce plan d'action. Côté acte pas à pas et acte évaluation, de la même manière, vous avez des aides sur Tremplin, donc qui est le tremplin pour les PME de l'ADEME sur notre plateforme Agir, donc avec des subventions qui vous couvrent une très très large partie du coût de l'accompagnement par un prestataire. Et il faut savoir qu'on a également toujours un programme volontaire à l'ADEME. Donc là, c'est directement des conventions de gré à gré entre votre entreprise et l'ADEME pour la mise en place d'un volet acte, donc que ce soit acte évaluation ou acte pas à pas. Et sachant qu'on peut également monter des opérations collectives avec du coup plusieurs entreprises qui s'investissent dans la démarche. Et enfin, dernier volet, mais ça c'était plus pour information puisque la première promotion est complète. On a également mis en place avec BPI France un accélérateur décarbonation, cette fois, autour du coup de 15 PME industrielles qui sont en train d'appliquer le acte pas à pas dans le cadre de leur entreprise. Voilà, je suis allée très très vite pour pas qu'on perde trop de temps, mais du coup, pendant la phase de questions-réponses, il ne faudra pas hésiter à me poser les questions qui vont bien et on pourra revenir sur certains points. Merci beaucoup Fanny pour cette présentation très claire, exhaustive. Voilà, maintenant on sait que l'ADEME nous fournit des outils concrets à la fois pour mesurer,
pour agir, pour évaluer et pour financer. Et quand on a préparé ce webinaire donc avec Fanny, Hervé et Jean-Baptiste, on s'est dit qu'il fallait qu'on montre quelques exemples concrets parce que, comme l'a dit Carole tout à l'heure, il faut donner envie d'agir. Et donc, on vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Sylvie Cazenave-Perret, qui est présidente de Poisson Packaging, une entreprise familiale d'emballage éco-conçu en carton compact et ondulé. Sylvie, la parole est à vous. Alors, quelques minutes, le temps pour Sylvie. Voilà. Sylvie, la parole est à vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. On vous entend. Je ne sais pas si vous m'entendez. La vidéo est désactivée, ça y est. Voilà. On vous entend très bien. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Nous sommes une PME de 130 personnes spécialisée dans la fabrication d'emballages en carton imprimé en technologie offset. C'est une entreprise que j'ai reprise il y a 26 ans maintenant et que j'ai inscrite dans une démarche particulière dans le cadre du redressement de cette entreprise qui était en dépôt de bilan. Nous sommes entrés dans la certification ISO 14001. Nous étions certifiés ISO 14001 dès 2000 et nous sommes entrés dans le calculateur du bilan carbone en 2008 suite au Grenelle de l'environnement en fait. Nous avons recherché un expert capable de nous emmener sur le calcul du bilan carbone et depuis nous avons réalisé 14 bilans carbone. Nous sommes aujourd'hui inscrits dans la démarche acte pas à pas bien sûr dans le contexte des dirigeants responsables de l'Ouest et nous sommes accompagnés par la BPI. Où je suis aujourd'hui, c'est très compliqué ici au Big. Il y a beaucoup de bruit et il n'y a pas de connexion Internet, donc j'ai été déconnectée relativement souvent. Depuis que nous avons initié le bilan carbone pour moi, c'est la présentation de ce que l'entreprise émet et comment elle peut, en démarche d'amélioration continue, toujours réduire cet impact carbone. On a réduit de 50% nos émissions de gaz à effet de serre depuis la mise en place du bilan carbone. Donc, ça a été une démarche très longue, mais je vous rappelle qu'on l'a mise en place en 2008 et qu'on était déjà en démarche de veille au plan environnemental dès 1998, puisque la certification ISO 14001 était vraiment le couronnement d'une démarche très impliquée, déjà notamment dans la gestion de nos déchets. C'est ce qu'a indiqué Fanny Fleuriot tout à l'heure, c'est le premier poste que regardent les entreprises parce qu'on peut l'évaluer, mais aussi l'alimentation en énergie de nos machines, le contrôle de l'impact carbone de nos rejets. On a mis en place une foule de dispositifs qui nous accompagnent aujourd'hui de manière très pertinente sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le volet qu'on engage aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui va nous permettre de réduire à nouveau de 20% nos émissions de gaz à effet de serre parce que le gros poste d'émissions dans notre bilan carbone, ce sont les transports. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, on va réinternaliser des services qu'on avait à l'extérieur en investissant dans des plateformes logistiques qui nous permettent mécaniquement, en gérant nous-mêmes notre logistique sur notre site, de réduire notre impact carbone. Donc voilà, ça c'est ce que je peux dire. Moi, je ne peux que conseiller aux dirigeants qui pensent que ça va leur coûter quelque chose d'engager un bilan carbone, ben que non, ça ne coûte rien. Effectivement, il y a un peu de financement, de conseils, il y a du temps à allouer, mais ce temps, il peut très bien être consacré, particulièrement dans les PME, par vos services maintenance, vos services données, notamment relevés par la qualité. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais en tout cas, il y a du profit à trouver dans cette démarche. Donc, c'est effectivement une démarche
bienveillance vis-à-vis de l'environnement et on est tous attachés. Le président de l'ADEME l'a bien indiqué tout à l'heure. On ne peut pas laisser les choses dériver et ça fait partie de notre responsabilité sociétale et environnementale à nous, chefs d'entreprise et entrepreneurs, de s'engager de la sorte. C'est très important de le faire le plus vite possible pour ceux qui n'ont rien engagé. Et en tout cas, notre entreprise, pour laquelle nous avons réalisé déjà aussi, je crois, 7 rapports RSE que Fanny Fleuriot peut vous mettre à disposition pour les interlocuteurs qui le souhaiteront. Notre entreprise est le témoin réel avec très peu d'investissement, de résultats profitables qu'on a pu réintégrer dans l'entreprise en mettant en veille tous les postes de consommation énergétique et matière. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan social, parce que ça donne du sens aux micro-actions que chaque salarié engage quotidiennement dans ses protocoles d'intervention au niveau de la production. Nous fabriquons 1,5 million d'emballages tous les mois. Notre site aujourd'hui fait 11 000 m², il va monter à 20 000 m². Même les constructions, même la construction du site, on l'a imaginé sous cet angle-là, non seulement le bien-être au travail, mais aussi l'impact carbone limité au niveau de la construction avec des photos béton et une charpente à mêler-coller. On y arrive dans une petite PME, hein, on est 130, on réalise 28 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on ne s'est pas internationalisé parce que l'emballage finalement ça voyage peu et que nous sommes situés dans l'ouest de la France et qu'on a des marchés très suffisants pour se développer. Mais c'est absolument vital au plan social. C'est un élément d'attractivité majeur pour nos salariés et pour les recrutements que nous faisons aujourd'hui. C'est d'ailleurs assez incroyable comme la durabilité de notre politique environnementale pérennise l'action de l'entreprise. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis, c'est aussi une manière pour le dirigeant de donner du sens à sa propre action. Au-delà de lui-même, notre entreprise va célébrer l'année prochaine les 80 ans de l'entreprise. Moi, je ne fais pas partie de la famille fondatrice de cette entreprise. Je suis arrivée en situation de crise majeure. J'ai fermé des usines qui appartenaient à cette entreprise. Mais avoir inscrit l'entreprise dans sa pérennité au plan environnemental, d'avoir doté des procédures et des bonnes pratiques pour pouvoir continuer l'action après moi, c'est aussi une source de satisfaction morale formidable. Donc, pour je suis obligée de vous quitter très vite parce que je suis appelée sur un des pôles du BIG aujourd'hui pour témoigner de la parité en entreprise auprès de la ministre de l'économie et puis ensuite au niveau régional de ma région, les Pays de Loire, pour témoigner justement des politiques environnementales qui peuvent être déployées dans les PME. Donc, je remercie l'ADEME de m'avoir proposé ce témoignage. J'aime témoigner sur cette politique parce que je pense que c'est le sens qu'on peut partager ensemble entre entrepreneurs, non seulement pour le bien commun, mais aussi pour le bien et le profit de l'entreprise, parce que sans profit, on ne peut pas investir dans les bonnes machines qui nous aident à réduire notre impact environnemental. Merci beaucoup Sylvie pour ce témoignage qui vraiment donne envie d'agir. Vous avez réconcilié le bien commun et puis le profit. Merci beaucoup pour ce témoignage. On ne vous entend plus, mais on enverra à tous le replay de votre intervention. Vraiment un témoignage tout à fait intéressant, réconciliant une démarche de bienveillance. On a entendu ces mots de bienveillance et de profit, et puis aussi d'attractivité. Et c'est vrai que c'est absolument crucial pour les entreprises qui recrutent aujourd'hui
de pouvoir donner du sens à leurs salariés. Et la RSE, et au sein de la RSE, les démarches de protection de l'environnement sont évidemment effectivement très importantes. Alors, on va passer à un autre témoignage, une autre entreprise, qui a fait sa renommée sur le travail du bois. Et donc, nous avons le témoignage de Pascal Vazard, qui est gérant de Vazard Home. Pascal, la parole est à vous. Merci de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir apporter une petite contribution à ce webinaire, très important à mes yeux. Nous sommes une bien plus modeste entreprise, nous sommes une PME artisanale qui emploie 20 personnes, une entreprise centenaire, je suis la 3e génération. Elle a bien sûr muté plusieurs fois et dans ses activités et dans ses métiers, mais elle porte toujours le nom familial. C'est une entreprise très engagée en direction de ses clients, mais également très engagée sur son territoire. Nous sommes en Normandie, sur le territoire de Seine-Normandie Agglomération, qui est une agglo située entre Paris et Rouen, traversée par la Seine et l'autoroute A13, voilà, à côté de Vernon. Donc, nous sommes engagés dans on a repris l'entreprise en 2001 avec Annick, ma compagne. Nous sommes engagés dans une démarche RSE assez rapidement et on a trouvé un accueil très favorable au sein du réseau Lucie. C'est un réseau qui regroupe peut-être 400 entreprises en France. Ça a été très positif pour nous parce qu'on a bénéficié de l'appui et de l'outil, du référentiel Lucie, qui est calqué sur la ISO 26000. Et c'était très pratique pour nous sur 2 aspects. D'abord, nous apprendre à penser globalement l'activité de l'entreprise et nous discipliner pour nous fixer chaque année des objectifs de progression sur les différents engagements du référentiel Lucie. On a progressé sur toute une série d'aspects, la maîtrise de notre consommation d'énergie, bien sûr, la suppression des produits les plus carbonés. Je vais vous citer l'exemple des plans de travail, de cuisine. On a supprimé tous les plans manufacturés en matériaux de synthèse, puisque c'est notre premier bilan carbone qui nous a appris le poids en carbone absolument invraisemblable de ces produits-là. Donc, on est revenu à des plans de travail soit en bois massif, soit en pierre, soit en granit, qui sont beaucoup moins chargés en carbone. On a fait un travail sur les emballages avec nos fournisseurs pour tenter de faire supprimer des emballages plastiques et polystyrène et revenir à des emballages carton. On a réussi avec la plupart de nos fournisseurs. On a fait un travail sur les conditions de travail ici, chauffage, bois, isolation de nos bâtiments, suppression des produits dangereux pour les vernisseuses. Je pense en particulier aux isocyanates qui sont dans les vernis polyuréthane qu'on a totalement supprimés. En une dizaine d'années, on a réussi à transformer complètement la cabine de vernissage pour utiliser aujourd'hui sur l'intégralité du process des produits hydro. On a limité les fournisseurs lointains, diminué le nombre de fournisseurs lointains. On a travaillé sur la parité dans l'entreprise. On n'est pas tout à fait à la parité aujourd'hui, mais on s'en approche. On a complètement changé notre façon de recruter en recrutant localement pour éviter les déplacements lointains de nos salariés. On a également avancé sur la transparence en communiquant très régulièrement à l'équipe sur la stratégie et sur les comptes de l'entreprise. On a par exemple limité les écarts de salaire. Les dirigeants ont un salaire qui est équivalent à 2,5 fois le SMIC. C'est une limite que l'on s'est fixée. Et on s'est beaucoup impliqué dans le développement du territoire. J'ai été à l'initiative de la création du Conseil économique et social de ce territoire, par exemple, et j'ai créé un tiers-lieu à Vernon qui s'appelle la Manufacture des Capucins, qui est un lieu d'intérêt général, bref. Donc, on a fait des choses tout à fait passionnantes et intéressantes. Mais j'ai eu une prise de conscience lors des rencontres nationales Lucie
de 2019 à Angers. La conclusion du président du réseau, c'était à peu près en ces termes-là. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec vous tous sur les engagements RSE. Il faut bien reconnaître qu'on n'a pas fait baisser significativement l'empreinte de nos entreprises. Donc, il y avait un constat un peu amer de la part du président du réseau Lucie. Pour moi, ça a été vraiment un moment déclencheur. Un autre moment important, c'est l'élaboration du PCAET, donc du plan territorial énergie-climat de notre territoire, qui a été rendu public en décembre 2019. On lit dans ce plan 2 objectifs extrêmement ambitieux. 1, réduire de 50% la consommation d'énergie primaire sur ce territoire d'ici à 2040. Et 2, produire 100% de notre énergie sous forme d'ENR en 2040. Ce sont des objectifs extrêmement ambitieux. Et le problème, c'est que derrière ces objectifs-là, on ne voit pas de moyens mis en œuvre par l'AGLO pour les mettre en œuvre. Moi, j'ai un peu réagi auprès de mon groupe d'entreprise, le groupement des industriels de la région de Vernon, qui s'appelle le GIRL. J'ai fait une petite intervention en juin 2020 en disant, bon, franchement, si nous, entreprises, on ne s'y met pas, on n'atteindra jamais ces objectifs. Donc, j'ai lancé un appel dans la salle. Est-ce que vous êtes d'accord pour créer un groupe? Et j'ai eu un beau retour de mes collègues. Donc, on a créé un groupe qui s'appelle Action Transition. On est 15 entreprises sur ce territoire qui tentons de prendre au pied de la lettre les objectifs du PCAET pour voir si nous serions capables, nous, de les mettre en œuvre. Dans le même temps, moi, j'ai cherché du coup à changer d'outil pour m'engager dans une démarche plus exigeante. Et j'ai découvert, grâce à l'IT2I, l'école d'ingénieurs ici qui est située sur le plateau de l'Espace, j'ai découvert l'outil ACT. Donc, nous sommes engagés depuis un trimestre dans Acte pas à pas. Alors, nous sommes très loin des objectifs cités par Sylvie précédemment, qui m'impressionnent, mais nous sommes engagés dans Acte pas à pas. Nous avons réactualisé notre bilan carbone là, ces semaines-ci, donc c'est fini. On est accompagné par les étudiants de l'IT2I, donc l'école d'ingénieurs sur le plateau de l'Espace, et par le cabinet Velia, Olivier Ponce, qui va nous accompagner pendant au moins 3 ans pour non seulement définir une trajectoire bas carbone, donc aller plus loin que ce que nous avons déjà fait grâce au réseau Lucie, mais surtout mettre en œuvre un plan d'action bas carbone. Voilà pour résumer là où nous en sommes. Je voudrais terminer par quelques arguments en direction de mes collègues chefs d'entreprise. Franchement, il n'y a aucun inconvénient ni aucun risque à s'engager dans une trajectoire bas carbone. Bien au contraire, le risque, si on ne s'y engage pas, c'est tout simplement de voir disparaître notre entreprise. Il y a d'abord un intérêt à court terme, qui est un intérêt commercial. Si vous attendez que vos clients vous le demandent, le jour où vos clients vous le demandent, vous n'êtes pas prêt et ils vont voir la concurrence. Si au contraire, vous engagez aujourd'hui dans une trajectoire bas carbone et que donc vous apprenez à placer votre entreprise sur cette trajectoire, le jour où vos clients vous le demandent, vous êtes prêt. Donc, il y a un intérêt commercial évident. Il y a un intérêt à moyen terme, c'est vous allez faire grimper la valeur non financière de votre entreprise. On peut caractériser comme sa capacité de résilience. Et le jour où vous allez céder ou transmettre votre entreprise, elle a une valeur bien plus importante que l'excédent brut d'exploitation. Elle a tout simplement la valeur d'une entreprise qui pourrait, par sa capacité de résilience, résister aux chocs systémiques à venir, que ce soit les chocs financiers, énergétiques ou de transport ou d'alimentation, par exemple. Donc, j'encourage tous mes collègues à s'engager dans cette démarche, quelle que soit leur activité, quelle que soit la taille de leur entreprise. Vous avez vu que dans une toute petite entreprise avec peu de moyens, ce qui est notre cas, on y arrive aussi. Merci à vous. Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage avec cet ancrage territorial qui, je crois, nous a tous
tous interpellés et touchés. Et puis merci aussi pour ce message très clair aux chefs d'entreprise. Non seulement il n'y a aucun inconvénient à se lancer dans une démarche de bilan de GES et voir aller plus loin acte, mais même il y a un intérêt qui est à la fois de court terme, de moyen et de long terme, parce que, comme vous l'avez souligné, c'est la pérennité même de l'entreprise qui est en jeu. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors maintenant, nous vous proposons de poser vos questions dans le chat. On vous donnera la parole. Donc n'hésitez pas, posez vos questions à Fanny, à Arnaud Leroy, à Carole Le Gall, bien entendu à Pascal. Malheureusement, Sylvie a dû nous quitter parce que, vous l'avez entendu, elle devait intervenir auprès de la ministre sur une question importante de RSE aussi, qui est la parité. Mais voilà, n'hésitez pas. Jean-Baptiste, nous avons une première question. On a une première question vous m'entendez? Oui. On a une première question dans le chat. Si d'autres arrivent, voilà, n'hésitez pas à les poser, soit à demander la parole en levant la main pour qu'on vous donne la parole, soit si vous souhaitez faire une question écrite, eh bien, à l'écrire tout simplement dans le chat. On a une première question. Bonjour, est-ce qu'il vous semble envisageable pour une entreprise de mener un premier bilan GES en autonomie et à quelles conditions? Merci. Je pense que ça s'adresse plutôt à Fanny. Et la question, est-ce que c'est sans l'aide d'un tiers ou d'un consultant? Oui, alors concrètement, dans les faits, oui, il n'y a pas d'obligation de passer par un prestataire pour réaliser son premier bilan d'émissions de gaz à effet de serre. La réponse que je fais assez systématiquement, c'est que ça dépend un petit peu de l'organisation de votre entreprise et aussi du niveau d'appétence et de compétence de la personne qui va se charger du bilan d'émissions de gaz à effet de serre en termes de comptabilité carbone. Il faut savoir qu'il y a des formations qui existent, notamment à la méthode bilan carbone, du coup, qui est dispensée par l'association Bilan Carbone. C'est une formation assez facile, hein, en 2 jours. En 2 jours, vous faites une formation, on vous apprend à utiliser l'outil et surtout, on vous apprend au départ un petit peu tous les principes de base de la comptabilité carbone. Et ensuite, voilà, vous avez l'outil qui vous est mis à disposition et vous pouvez réaliser vous-même votre premier bilan carbone. Après, ce que j'ai tendance aussi à dire, c'est que si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez, enfin une compétence que vous souhaitez intégrer au sein de votre entreprise, se faire accompagner pour le premier, ça permet de faciliter, d'avoir aussi un petit peu tous les trucs et astuces qu'ont les prestataires qui ont l'habitude et qui font des centaines et des centaines de bilans carbone. Donc un peu les trucs et astuces sur certains postes d'émission qui peuvent être un peu plus compliqués à calculer, où il y a quelques parties pris méthodologiques à faire, typiquement, pour vous en citer qu'un. On a un poste dans un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, hein, qui est les immobilisations. Donc, c'est-à-dire toutes les émissions liées aux biens qui sont immobilisés. Donc, par défaut, on prend toujours les bâtiments qu'on va immobiliser sur leur durée de vie. Ensuite, vous avez tous les biens qui sont immobilisés, type tout ce qui est équipement informatique, les photocopieurs, ce genre de choses. Et donc après, c'est savoir comment on les immobilise. Est-ce qu'on fait par rapport à l'immobilisation comptable que fait l'entreprise ou est-ce qu'on est plutôt parti sur la durée de vie des équipements, etc. Enfin, il y a des petits choix comme ça, un petit peu méthodos qui sont à faire. Quand vous en avez jamais fait, ça peut être un petit peu compliqué d'y répondre. Mais enfin voilà, c'est pas insurmontable. Vous pouvez le faire par vous-même en ayant, par contre, je vous recommande quand même de suivre la formation bilan carbone pour pouvoir le faire parce que sinon, ça risque quand même un petit peu d'être compliqué. Après, se faire accompagner par un prestataire à minima pour le premier et de mettre dans le cadre de la prestation, en plus d'être formé et qui vous accompagne vraiment dans la prise en main de l'outil, ça vous permet après de pouvoir le faire par vous-même par la suite. Merci Fanny pour ces précisions très concrètes. On a entre-temps, voilà, la créativité. Voilà, vous avez envoyé beaucoup de questions, merci beaucoup. On va essayer de les prendre une par une et si on n'arrive pas à répondre à tout, par écrit, en tout cas, on s'efforcera de répondre à tout. Pouvez-vous nous montrer un exemple concret de bilan GES? Les principes sont très clairs, mais la réalité me semble plus lointaine. Bon, ça me presque un deuxième webinaire.
Oui, ça sera presque un deuxième webinaire, mais par contre, je pourrais peut-être vous envoyer, et pour qu'on pourra communiquer à tous les participants, une brochure qu'on avait fait, parce que alors des exemples de bilan GES, vous pouvez vraiment aller déjà sur la plateforme de l'ADEME, le Centre de ressources bilan GES. Tous les bilans qui sont publiés sont accessibles et consultables, donc vous pouvez vous balader dans les plus de 3000 bilans qu'il y a sur la plateforme. Mais si vous voulez avoir une idée de, entre guillemets, démarche exemplaire, je pourrais vous envoyer également le lien vers les trophées bilan GES qu'on avait fait en 2018, qu'on n'a pas réitéré depuis, puisque bon, il y a le Covid qui est repassé par là. Mais qu'on refera, je pense, sûrement avec le ministère de l'Environnement. Donc sur les trophées BGES, vous avez une dizaine de démarches exemplaires de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, avec justement les témoignages des entreprises et collectivités, puisque du coup on était bilan GES au global, mais du coup avec des tailles d'entreprises différentes et du coup des démarches exemplaires de bilan GES du coup que vous pouvez aller consulter. Je prends les questions. Quelles ressources humaines peuvent, alors quelles ressources, dont des ressources humaines, peuvent être envisagées pour une PME d'environ 100 personnes? Y a-t-il un besoin de prestataires? C'est un petit peu la même question. Comment évaluer la charge finalement? Oui, bah alors là encore une fois, voilà, ça dépend de si vous le faites par vous-même ou si vous faites appel à un prestataire. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous le fassiez vous-même ou que vous faites appel à un prestataire, la phase dont je parlais, qui est la collecte des données pour un premier bilan GES, ça, il n'y aura pas le choix, ce sera à vous de le faire, puisque le prestataire ne va pas pouvoir aller fouiller dans tous vos systèmes d'information, etc. Il va falloir l'accompagner un petit peu dans cette phase de collecte. Et c'est la phase qui va être la plus chronophage lors de votre premier exercice, selon comment vous étiez organisé déjà en interne. Pour certaines entreprises, ça se fait très bien parce que du coup, il y avait déjà un système de suivi et entre guillemets un rangement des données plutôt bien organisé. Pour d'autres, souvent, c'est vrai que dans les petites entreprises, ça peut être parfois un peu plus fastidieux parce que c'est pas forcément très cadré avec des systèmes de reporting et de suivi qui peuvent déjà exister au niveau des grandes entreprises. Mais après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un bilan carbone, quand vous faites accompagner d'un prestataire, on est sur une prestation de 2 à 4 mois grand maximum sur des PME pour la réalisation du bilan GES. Donc, sachant que ce n'est pas 2 à 4 mois, 24 heures sur 24, c'est 5 jours sur 7. On est vraiment sur la prestation au global. Et au niveau du nombre de jours d'accompagnement, on est sur une dizaine de jours d'accompagnement. Ensuite, des questions Juste compléter, si vous me permettez l'intervention de Fanny. Il ne faut pas voir le premier bilan carbone comme un exercice fastidieux. C'est très, très, très intéressant ce premier bilan carbone que vous allez réaliser parce que votre consultant va vous pointer l'intégralité des données à collecter. Et vous allez apprendre à collecter de nouvelles données auxquelles vous ne pensez pas. Et ainsi, vous allez vous faire une sorte de panel de collecte. Et figurez-vous que ces données que vous allez apprendre à collecter vont ensuite vous aider à piloter votre entreprise, non plus seulement sur des questions financières, mais sur des questions de transition. Et en fait, il ne faut pas le voir comme un temps perdu, c'est un investissement pour se constituer un nouvel outil de pilotage de l'entreprise dans la transition. Je ne sais pas si je suis clair, mais… C'est très clair, oui. Merci beaucoup pour cette explication, en fait. Voilà. La réponse. Il y a plusieurs questions que je regroupe peut-être sur les dispositifs qui existent en termes d'accompagnement. Quels sont les contours du futur accompagnement bilan carbone? Quel serait le reste à charge? Quelles sont les aides éventuelles qui existent pour marche? Y en a-t-il? Baptiste, est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro parce que je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, ça sera mieux. Oui, voilà, vous n'avez pas entendu mieux. la question tout à l'heure. Donc les questions tournaient autour de… Pardon, le micro est un peu court. Autour des dispositifs d'accompagnement qui existent pour la réalisation d'un bilan GES. Y a-t-il un reste à charge? Est-ce que des dispositifs d'aide existent dans certaines conditions? Est-ce qu'ils sont ciblés? À qui s'adresser?
Oui, alors c'est vrai que je suis passée un petit peu vite à la fin là-dessus. Donc aujourd'hui, enfin entre guillemets à date, aujourd'hui, il y a toujours une ligne qui est ouverte. Donc c'est sur le tremplin, enfin c'est sur le dispositif tremplin, donc Agir enfin sur la plateforme Agir, le tremplin pour les PME, pardon, de l'ADEME. Donc c'est la plateforme Agir pour la transition. Et donc, cette ligne-là n'est ouverte qu'aux entreprises de moins de 100 salariés, avec une aide qui peut aller jusqu'à 5 000 euros. Mais en gros, ce n'est pas plafonné, c'est que vous faites appel à un prestataire, vous nous transmettez le devis, et donc l'aide peut aller jusqu'à 5 000 euros. Donc, le reste à charge n'est pas fixe dans le sens où ça dépend du devis que vous avez obtenu pour vous accompagner. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur un bilan d'émissions de gaz à effet de terre exhaustif, hein, donc on est sur toutes les émissions directes et toutes les émissions indirectes significatives. Cette ligne-là va être amenée à disparaître dès lors que le dispositif qu'on est en train de développer, du coup avec BPI France et également l'association Bilan Carbone, qui est du coup le diagnostic décarbonation. Celui-là sera à destination de toutes les entreprises qui ne sont pas soumises à la réglementation bilan GES, donc toutes les entreprises de moins de 500 salariés. Avec cette fois un accompagnement, donc toujours bilan GES, scope 1, 2, 3, mais avec en plus 2 jours d'accompagnement sur vraiment, entre guillemets, vous mettre en ordre de marche pour la mise en œuvre du plan d'action. On ne s'arrête pas à, on vous a fait un joli plan d'action, bon ben voilà, maintenant débrouillez-vous avec. Il y a 2 jours de plus sur notamment qui vraiment, enfin ces 2 jours sont vraiment orientés, pas forcément sur, bon voilà, vous voulez changer votre chaudière, quelles sont les aides, etc. Pas forcément, ça on part du principe que les entreprises, voilà, vous pouvez trouver les moyens, mais plutôt sur, ok, avec vos fournisseurs, il va falloir travailler sur ça. Alors comment on va engager le dialogue avec ces fournisseurs et comment on va aussi engager le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes pour lesquelles il y aura des actions qui auront été identifiées. Donc tout ce package-là, donc on est sur une prestation de 12 jours. Qui est budgété du coup à 10 000 euros, pour lequel on a déjà sélectionné des prestataires. Donc, ils ont été sélectionnés par appel à manifestation d'intérêt par BPI France et l'ADEME. Donc, c'est des prestataires qu'on sait qui sont compétents pour réaliser l'exercice et qu'on a présélectionné. Et du coup, cette prestation est estimée à 10 000 euros, pour lequel il y a une aide de l'ADEME de 60% pour les petites entreprises, donc de 0 à 250, et de 40% pour celles entre 250 et 500 salariés. Donc, ce qui fait un reste à charge de 4 ou 6 000 euros. Et donc, ce dispositif, c'est incessamment sous peu, et donc il faudra aller sur le site de BPI France pour pouvoir faire une demande. Avec intérêt, et on le relaiera sans doute. Ça sortira. Une question très pratico-pratique. En tant que prestataire de services en numérique, devons-nous intégrer l'usage du numérique de nos clients dans le scope 3 de notre bilan? Alors oui, vous devez intégrer l'usage la phase d'utilisation de vos solutions. Donc, si vous vendez des solutions numériques à vos clients, la phase d'utilisation de ces solutions fait partie de votre scope 3. C'est finalement les émissions liées à l'utilisation de vos produits vendus. Alors une question, on n'a peut-être pas la réponse aujourd'hui. Quelle est la moyenne globale ou par grand secteur économique d'émissions en équivalent tonnes CO2? Il y a des ressources qui existent là-dessus. Hein. L'ADEME en a une partie, le ministère aussi. Sur les ordres de grandeur, c'est ça, hein, ouais. Pouvoir se situer peut-être. Ouais. Moi, je ne les ai pas forcément en tête. Après, c'est une question qu'on nous a souvent posée justement à partir des bilans d'émissions de gaz à effet de serre qu'on a à disposition sur la plateforme. Est-ce qu'on peut ressortir finalement une empreinte carbone par secteur d'activité? Alors, c'est très compliqué à faire dans le sens où, voilà, quand vous faites un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de partis pris méthodologiques qui sont faits, qui sont pris par les entreprises. Et pour vous donc l'exemple des immobilisations, ça c'en était un. Il y a d'autres exemples qui est tout simplement la première question que vous allez vous poser, à savoir est-ce que vous faites votre bilan d'émissions de gaz à effet de serre en contrôle financier ou en contrôle opérationnel? On entend par là, est-ce que finalement vous regardez votre entreprise par rapport à tout ce qu'elle contrôle d'un point de vue financier, donc où elle est propriétaire vraiment de ces activités, ou plutôt les activités pour lesquelles elle a un contrôle opérationnel, donc c'est elle qui va mettre en œuvre et décider. Et donc selon comment vous présentez votre entreprise, vous allez avoir
des émissions qui vont être soit des émissions directes, soit des émissions indirectes. Donc finalement, tout va être fait différemment. Et de la même manière que je le présentais tout à l'heure, les émissions indirectes significatives, c'est vous qui décidez par rapport à vos critères d'en inclure plus ou moins. Donc aujourd'hui, l'exercice de bilan geste, c'est vraiment un exercice qui est fait pour vous et pour pouvoir mettre en place la stratégie qui est pertinente au regard de votre activité et de votre fonctionnement. Ce n'est pas du tout un exercice qui est fait pour se comparer d'une entreprise à l'autre. Un bilan geste d'une entreprise à l'autre n'est absolument pas comparable dans le sens où potentiellement il n'a pas été construit de la même manière et il n'est pas forcément représentatif des mêmes activités. Donc, c'est vrai que l'exercice de bilan geste n'est pas du tout un exercice qui est fait pour pouvoir déterminer l'empreinte carbone d'un secteur d'activité, à moins de réaliser le bilan geste au niveau du secteur directement au départ. Merci. Alors justement, sur la notion de secteur, on a une fédération, je crois reconnaître le CNPA, je crois qu'on peut la nommer, qui nous dit « Est-il possible d'élaborer un nouveau guide sectoriel qui n'existe pas encore exemple, services automobiles et mobilité ?» Pas de souci. Avec plaisir. Je vous invite du coup à m'envoyer un mail pour qu'on puisse regarder ça ensemble et voir dans quelle mesure on peut lancer des travaux, sachant que du coup, côté ADEME, on accompagne encore la rédaction de guides sectoriels si c'est un secteur qui n'est pas couvert et pour lequel on a les retours d'expérience qui existent. Alors, beaucoup de questions sur les aides, mais vous y avez déjà répondu. Y a-t-il un objectif de résultat sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Alors, d'un point de vue réglementaire, non, il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a une obligation de se fixer des objectifs et d'expliquer le pourquoi on ne les aura pas atteints la fois d'après. Mais il n'y a pas d'obligation de résultat en tant que tel. Après, quand vous mettez en place, vous, de toute manière, d'un point de vue démarche volontaire, un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, l'idée, c'est de se fixer des objectifs ambitieux mais atteignables aussi et surtout de mettre en place la stratégie qui va bien. Et c'est un peu tout l'enjeu que vous allez retrouver dans ACT, qui est complémentaire. Et c'est là où justement ACT est complémentaire. Certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler des objectifs SBT, donc Science Based Target, qui est du coup une démarche internationale qui vous accompagne sur comment se fixer des objectifs ambitieux et compatibles avec une stratégie bas carbone et un monde de degrés. Donc se fixer des objectifs, c'est bien, mais du coup, ACT est justement là pour regarder quelle est la stratégie que vous avez mis en place pour atteindre ces objectifs et si vous allez les atteindre. Puisque se fixer des objectifs inatteignables et sans mettre en place finalement le cheminement et la route qui permet d'atteindre ces objectifs, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc non, ce n'est pas obligatoire, mais il vaut mieux. Une autre question sur la question du bilan carbone personnel. Un intervenant nous dit que pour mobiliser les énergies, faire le bilan carbone de l'entreprise, mais aussi celui d'inciter les collaborateurs à faire leur propre bilan carbone personnel. Alors la question, c'est est-ce que l'ADEME a des outils Est-ce que je peux intervenir sur la question précédente, Jean-Baptiste? Oui, bien sûr. Simplement pour signaler il n'y a pas d'objectif actuellement, mais il y a des discussions et la loi qui a été adoptée, la loi climat résilience, là, commence à poser la question des trajectoires de décarbonation sectorielles. Donc du coup, à un moment donné, il va falloir quand même qu'un secteur se partage l'effort à faire entre les grands, les petits, les moyens et chacun. Donc voilà, donc ça c'est devant nous, ça va arriver plus vite qu'on croit. Je vous donne simplement quelques dates. 2030, actuellement des discussions sont en cours, vous savez, avec le paquet vert, ce qu'on appelle en bon français Fit for 55, 55% de réduction d'ici 2030, c'est quand même pas simple. Donc on passerait de 40 à 55. Je peux vous dire que pour ceux que ça intéresse, il y a des courbes qui montrent les efforts à fournir déjà à 40. À 55, c'est quand même assez gratiné, quoi. Donc je crois qu'il faut que tout le monde soit dans cette optique-là, sinon ça va être pas simple le jour où il va falloir délivrer en 2028 des trajectoires. C'est une date indicative que je donne. En tout cas, ça sera pas se réveiller trop tard. Et sur la question comment mobiliser les employés, peut-être que Fanny en dira un mot. On a un outil justement qui permet à chacun, et pas simplement les employés, l'idée c'est que chacun puisse mesurer son impact carbone. Donc vous trouvez ça sur les plateformes de l'ADEME, ça s'appelle Datagir. Vous trouverez
Mes gestes climat, voilà, avec tout un petit questionnaire à remplir en ligne et qui vous donnera votre positionnement par rapport à la moyenne nationale. Donc, vous allez aborder la question de l'alimentation, des transports, des équipements domestiques, des choses comme ça, et vous verrez où vous vous situez. Donc, c'est valable aussi pour, bien sûr, les employés et les ouvriers de ce pays. Donc, ça donne quand même une image assez intéressante de où nous sommes, où on est en moyenne, et où il faut aller, et les efforts qu'il faut pouvoir entreprendre, et les leviers justement pour ce chemin. Laura, voilà, je reviens à la question de tout à l'heure. Existe-t-il des outils de bilan carbone personnel que l'ADEME souhaite promouvoir ou mettre en avant ou met déjà en avant? La question subsidiaire, c'était, il y a un geste qui s'appelle Nos gestes climat. Est-ce que c'est l'outil de référence? Y en a-t-il? Oui, bah, c'est ce qu'Arnaud vient de mentionner. Donc, Nos gestes climat, c'est l'outil qui a été développé du coup par l'ADEME, donc avec notre service d'Atagir et l'association Bilan Carbone, qui est un petit peu le coach carbone pour ceux qui connaîtraient cet outil-là, le coach carbone historique, mais du coup revu en mode 2.0. Plutôt 2019. Et surtout, il faut vraiment avoir en tête que c'est un code qui est complètement en open source et open data. Donc, c'est un module, tout peut être récupéré et intégré directement sur vos applications ou sur les sites internet des entreprises ou leurs sites, les intranets pour ceux qui ont des sites en interne. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment être facilement diffusé au sein de vos collaborateurs pour les sensibiliser sur leur empreinte carbone. Donc, après, on est vraiment sur l'empreinte carbone personnelle. Donc, on va leur poser des questions sur voilà, leur alimentation au quotidien, leur mode de transport, leur système de chauffage dans leur domicile, etc. Mais ça vous donne vraiment une idée voilà, de votre empreinte carbone par rapport à l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Et surtout, il y a pas mal d'actions, de fiches actions qui sont proposées pour, du coup, une fois qu'on a son résultat, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place en tant que particulier pour réduire son empreinte carbone. Merci pour vos réponses respectives sur ce point. Voilà, il y a des choses qui existent, il faut les utiliser. Quelle est la réglementation applicable aux associations privées à but non lucratif, gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux financés par les autorités publiques? Voilà, des questions sur des structures comme ça. Quel est leur statut vis-à-vis des BGS, sachant que tout le monde a intérêt à le faire, évidemment? Alors, je ne suis pas une experte des statuts juridiques des différentes organisations. En tout cas, la réglementation, c'est l'ensemble des personnes morales de droit privé. Donc, on ne fait pas voilà, il n'y a pas de tri sur est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une entreprise, SAS, SA, etc. C'est toutes les personnes morales de droit privé, donc de plus de 500 salariés, et toutes les personnes morales de droit public de plus de 250 salariés. Donc tout ce qui est établissement public également, CHU, etc., sont également soumis à cette réglementation. Et ensuite, une question, est-ce que la captation carbone d'une entreprise est prise en compte dans le bilan GES? En priori, on prend tout en compte. Oui, exactement. Alors après, je ne sais pas forcément ce qu'il y a derrière le mot captation, mais effectivement, un bilan d'émissions GES, c'est tout ce qui est émis et capté par l'entreprise. Bien entendu, tout ce qui est achat de crédits de compensation carbone n'entre pas là-dedans. On est vraiment uniquement sur les émissions au sein du périmètre de l'entreprise. Dans les process, intégrés au process même de l'entreprise. Oui, là, bien sûr, c'est comptabilisé. Des questions sur le numérique, sur l'usage du numérique. Est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent de cadrer ça, d'évaluer l'impact de l'utilisation du numérique, l'impact d'une connexion Internet, de l'usage du réseau? Alors c'est vrai que c'est une partie sur laquelle aujourd'hui on n'a pas beaucoup de facteurs d'émission, notamment dans la base carbone, hein, pour couvrir tout ce qui est le numérique, mais il y a énormément de travaux en cours, que ce soit à l'ADEME ou à l'externe, et notamment par rapport à justement tous les usages du numérique. Il y a un projet de recherche donc, qui s'appelle Négaoctet, qui est soutenu par l'ADEME, qui devrait aboutir. Alors je ne m'en occupe pas directement, donc je n'ai pas forcément le calendrier en tête, mais de mémoire c'était pour fin 2021, donc je pense qu'on est plus ou moins là, alors potentiellement avec peut-être un peu de retard, mais qui doit fournir justement des facteurs d'émission, que ce soit pour la base impact de l'ADEME pour tout ce qui est affichage environnemental, et donc du coup qui seront repris juste sur l'impact carbone dans la base carbone, d'un petit peu tous les usages classiques qu'on peut faire du numérique, donc que ce soit justement
visualiser de la vidéo à la demande, d'envoyer un mail avec tant de gigaoctets de pièces jointes, etc., etc. Un peu tous les usages classiques, d'avoir un impact carbone associé. Et après, plus largement, il faut savoir que dans la loi AGEC du coup, de 2020, il y a une obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet de transmettre à l'ensemble de ses clients à partir du 1er janvier l'année prochaine l'impact carbone lié, aux consommations de ses clients pour la partie réseau. Alors après, il faut quand même avoir en tête que cette partie réseau, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt dans le sens où ça représente 20 à 30% de l'impact réel de la consommation du numérique, étant donné que si on ne prend ni le terminal ni le data center, bon, le réseau, c'est pas là où il y a l'impact le plus important, mais en tout cas, c'est déjà un début. Et du coup, pour pouvoir accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre de cette réglementation, il y a 2 PCR, alors c'est dans le jargon, donc le Product Category Rules, qui est un petit peu les règles pour faire de l'affichage environnemental des produits. Et donc, il y a 2 PCR qui ont été développés par l'ADEME en concertation avec tous les acteurs. Donc, un PCR global justement pour pouvoir, quelles sont les règles quand on veut faire de l'affichage environnemental d'un service numérique. Et puis après, un PCR plus spécifique pour la fourniture d'accès à Internet et la partie réseau. Donc, s'il y a des gens voilà, qui nous écoutent et qui sont intéressés sur faire de l'affichage environnemental dans le numérique, je les invite à aller consulter ces deux PCR qui sont à disposition sur la base impact de l'ADEME. Et une toute dernière question avant qu'on ne passe à Carole Le Gall pour conclure, peut-être dire un mot de conclusion. Avez-vous une idée de l'échéance pour l'obligation de publier un BGS simplifié pour les PME et quels seront les seuils? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir la question parce qu'il y a 2 choses potentiellement qui peuvent se se télescoper. Alors, l'obligation réglementaire aujourd'hui, comme je le disais, donc sur un bilan GES scope 1, 2, 3, c'est uniquement pour les entreprises de plus de 500 salariés. Je ne vous cache pas que la prochaine évolution réglementaire, ce sera sûrement de descendre le seuil à 250, dans la même continuité que ça l'est aujourd'hui pour la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière. Dès qu'au niveau européen, le seuil sera descendu à 250 salariés, il y a de grandes chances que la réglementation française pour les bilans GES suive la même tendance. Toutefois, je me demande si la question ne faisait pas référence aussi à l'obligation de bilan climat simplifié issue de la loi de finances du coup 2021 dans le cadre du coup du plan de relance et d'une manière générale de toutes les aides de l'État qui ont été distribuées du coup à toutes les entreprises, cette fois non soumises à la réglementation bilan GES. Si jamais vous avez reçu une aide de l'État dans le cadre de la crise Covid, donc que ce soit vraiment pendant, on va dire, l'année ou dans le cadre du plan de relance et tous les fonds. Alors, c'est pas forcément que les aides de l'ADEME, hein, c'est vraiment n'importe quelle aide, donc tout ce qui est chômage partiel, etc. Il y a une obligation de faire un bilan climat simplifié avant fin 2022 pour les entreprises de 250 à 500 et avant fin 2023 pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Et pour cela, l'ADEME est en train de développer une plateforme qui vous permettra du coup de faire ce bilan climat simplifié et de le publier. Cette plateforme devrait être en ligne d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Je me permets juste de vous rassurer, c'est le bilan GES simplifié de chez Simplifié, puisque sur les 23 postes dont on parlait tout à l'heure, c'est seulement le calcul de 2 des 23 postes. Donc, on est vraiment sur du simplifié et du coup, il y aura un outil de calcul qui vous sera mis à disposition directement sur la plateforme en ligne pour faire le calcul de ces 2 postes. Merci beaucoup, Fanny. Eh bien, il est 12h27. Nous avons fait le tour des questions. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et on passe la parole à Arnaud Leroy et ensuite à Carole pour quelques mots de conclusion. Alors, merci. Moi, je vais être très rapide. Comme on l'a vu, je pense que c'est quelque chose qui doit être répété parce que le corpus réglementaire législatif évolue. Donc, ce qu'on vous a dit aujourd'hui sera peut-être plus valable dans un an. Et je crois que c'est important surtout qu'on ne refasse pas les erreurs qu'on a faites par le passé quand il y a eu l'obligation réglementaire d'avoir des bilans GES qui ont été faits, qui ont été souvent, et ce n'est pas de la faute des entreprises, c'est aussi de la faute de l'État qui ne fait pas vivre les obligations qu'elle impose parfois. Donc on a eu une génération de bilans GES qui ont été réalisés, ça a permis peut-être de se familiariser avec l'outil, mais il ne s'est pas passé grand-chose derrière. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Donc voilà, donc c'est un appel et un appel aussi à l'ensemble des entrepreneurs. Vous avez beaucoup de ressources disponibles. On n'est pas ça a été démontré tout à l'heure, en termes de coûts, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable.
Ça permet quand même de répondre à pas mal de questions, parce que vous serez soumis à plus en plus de questions par vos donneurs d'ordre sur le sujet. En tout cas, c'est comme on le voit au quotidien à l'ADEME. Donc, n'hésitez pas à vous saisir des outils qui sont à votre disposition, nous faire remonter des difficultés et des besoins. Ça a été dit tout à l'heure pour un certain secteur. On va essayer de développer les guides méthodologiques qu'on peut faire en fonction des moyens qu'on a également. Et il y a déjà beaucoup de choses à disposition. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bon courage, c'est aussi un élément intéressant, ça nous permet de nous interroger collectivement. À bientôt. Merci Si, beaucoup. oui, un petit mot. D'abord pour remercier Arnaud Leroy, président de l'ADEME, et toute son équipe ADEME, parce que, comme il l'a dit, il y a un énorme boulot qui est fait au service des entreprises pour justement nous aider, nous accompagner dans ces démarches. Donc, mon message, ce serait vraiment de vous inviter tous à ne pas hésiter à prendre contact avec vos MEDEF territoriaux, avec l'ADEME en région ou sur les sites, sur le site internet de l'ADEME pour avoir toutes ces informations-là qui sont disponibles. Je pense que je voudrais vraiment remercier Sylvie et Pascal de leur témoignage, et peut-être comme l'a dit Pascal, vous inviter à faire partie d'un club de chefs d'entreprise qui s'engagent sur ces sujets-là, parce que je crois beaucoup à l'émulation. Et c'est vrai que on se pose toujours plein de questions quand on se lance dans des démarches comme ça. Et je pense que comme Pascal l'a dit, faire partie d'un petit groupe avec d'autres chefs d'entreprise qui sont sur le même type de démarche, c'est vraiment super important pour tenir dans la durée ce type de démarche. C'est le fameux proverbe qui dit, voilà, quand on veut aller vite, on va tout seul, mais quand on veut aller loin, on va en groupe avec tous ses amis et ses compagnons de voyage. Et puis peut-être mon dernier message, ce serait n'hésitez pas à rejoindre aussi le French Business Pledge, en français, je vais le dire cette fois, finalement l'engagement des entreprises françaises sur le changement climatique, contre le changement climatique. On a vraiment tous un rôle à jouer, toute entreprise, dans tout secteur, de toute taille, et on a besoin de tous. Et ça commence par effectivement mesurer notre action. Mesurer, c'est avancer. Donc, encore une fois, bon courage, comme l'a dit Arnaud, bon courage à tous. Et surtout, je crois que c'est à chaque fois une aventure passionnante. Vous avez eu les témoignages aussi. Donc, nécessaire, utile, passionnante, une vraie aventure d'entrepreneur. Merci à tous. Merci à tous les intervenants. Et donc, nous vous envoyons le replay, la présentation de Fanny, les coordonnées aussi de Fanny, parce que je crois qu'elle va avoir encore beaucoup de questions. Et on vous dit à bientôt. Merci. Merci à tous.